Le cauchemar d'Innsmouth de Howard Philip Lovecraft. Chapitre 1. Au cours de l'hiver 1927-1928, des fonctionnaires du gouvernement fédéral ont mené une enquête mystérieuse et secrète relative à certains faits survenus dans l'ancien port de pêche d'Innsmouth, dans le Massachusetts. Le public ne l'a appris qu'en février, à l'occasion d'une série de rafles et d'arrestations, suivies de l'incendie volontaire et du dynamitage avec les précautions qui s'imposaient, d'un nombre considérable de maisons délabrées et vermoulues que l'on supposait vides, le long du front de mer abandonné. Les esprits peu curieux prirent cet événement pour un nouvel épisode violent de la guerre menée contre les bootleggers. Mais les lecteurs les plus attentifs s'étonnèrent du nombre prodigieux d'arrestations, des effectifs de la police exceptionnels qui furent déployés et du secret qui entoura le sort des prisonniers. Il ne fut question ni de procès ni même d'accusations précises, et l'on ne retrouva, par la suite, que des personnes arrêtées dans les prisons officielles du pays. Il y eut des vagues déclarations au sujet de camps de quarantaine et d'internement, et plus tard de transferts dans diverses prisons militaires, mais aucune information claire et précise. Innsmouth elle-même s'en trouva presque entièrement dépeuplée, et c'est seulement maintenant qu'elle commence à montrer les signes d'une lente renaissance. Les protestations de nombreuses organisations humanitaires donnèrent lieu à de longues réunions tenues secrètes, où l'on emmena leurs représentants visiter chaque camp et lieu de détention, à la suite de quoi ces organisations devinrent singulièrement passives et silencieuses. Les journalistes furent plus difficiles à manipuler, mais dans l'ensemble, ils finirent par coopérer avec le gouvernement. Un seul journal, un tabloïd toujours suspect de rechercher le sensationnel, mentionna un sous-marin qui aurait lancé des torpilles dans l'abîme situé au-delà du récif du Diable. Cette information recueillie dans un bouge à matelot parut véritablement tirée par les cheveux, d'autant que ce récif se trouve à plus d'un mile et demi du port d'Innsmouth. Les gens de la campagne et des villes environnantes en parlèrent beaucoup, mais à voix basse, et jamais à des étrangers. Depuis bientôt un siècle, ils discutaient d'Innsmouth, mourante, à moitié déserte, mais rien de nouveau ne pourrait être plus délirant ni plus hideux que ce qui avait été chuchoté et évoqué dans les années passées. Bien des événements leur avaient appris à se taire, et rien n'aurait pu les obliger à parler. De toute façon, ils ne savaient pas grand-chose, car de vastes marécages désolés et déserts séparent Innsmouth de l'intérieur des terres. Mais aujourd'hui, je vais rompre le silence qui entoure cette affaire. Mes informations sont très sérieuses, et je suis certain que le grand public ne souffrira aucun préjudice, autre qu'une répugnance violente, en entendant ce que les enquêteurs horrifiés ont réellement découvert à Innsmouth. Du reste, il peut y avoir à ces découvertes plus d'une explication, mais j'ignore dans quelle mesure l'histoire m'a entièrement été dévoilée, et j'ai bien des raisons de ne pas vouloir en creuser davantage, car je m'y suis trouvé mêlé bien plus étroitement qu'un autre, et j'en porte des séquelles qui pourraient me conduire à des décisions extrêmes. C'est moi qui, hystérique, me suis enfui d'Innsmouth à l'aube du 16 juillet 1927, et dont les demandes angoissées d'enquête et de mesures gouvernementales ont révélé les incidents que je rapporte. Je préfère garder le silence tant l'affaire est encore incertaine et récente. Mais aujourd'hui, c'est déjà une vieille histoire qui ne suscite plus la curiosité ni l'intérêt du public. Et j'éprouve l'étrange désir de révéler les effroyables heures que j'ai passées dans ce lieu malfamé et pernicieux, havre de mort et d'anomalies impies. Le simple fait de raconter cette histoire va m'aider à reprendre confiance en mes propres facultés, à me convaincre que je n'ai pas été le premier à succomber à une hallucination contagieuse et cauchemardesque. Cela m'aidera aussi à me décider enfin à faire le pas terrible qui m'attend. Je n'avais jamais entendu parler d'Innsmouth avant de m'y rendre pour la première et jusqu'à présent dernière fois. Je fêtais mon passage à l'âge adulte en parcourant la Nouvelle-Angleterre, comme touriste amateur d'antiquités et de généalogie. Et j'avais projeté d'aller directement dans l'ancienne Newburyport jusqu'à Arkham,
dont la famille de ma mère était originaire. Je n'avais pas de voiture et je voyageais en train, en tramway et en bus, en choisissant toujours le trajet le plus économique. À Newburyport, on me dit que pour aller à Arkham, il fallait prendre le train à vapeur, et ce fut seulement au guichet de la gare, alors que je m'étonnais du prix du billet, que j'appris l'existence d'Innsmouth. L'employé, un gros homme au visage rusé dont l'accent montrait qu'il n'était pas du pays, sembla compréhensif vis-à-vis de mes problèmes d'argent, et me suggéra une solution que personne d'autre ne m'avait encore proposée. Vous pourriez prendre le vieil autobus. Eh, on l'aime pas trop par ici. Il passe par Innsmouth. Vous avez dû en entendre parler. C'est ça qui plaît pas trop aux gens. C'est un type de là-bas qui le conduit. Joe Sargent. Mais c'est pas chez nous qu'il doit trouver des clients. Ni même à Alcam d'ailleurs. Je me demande même comment il fait pour gagner sa vie. Les places doivent pas être très chères. Mais j'y vois jamais plus que 2 ou 3 personnes. Et que des gens d'Innsmouth, hein. Le bus parle de la place, en face de la pharmacie allemande à 10 heures du matin. Et à 7 heures du soir, là. À moins qu'ils aient changé dernièrement. Ça m'a l'air d'être une vieille chignole. J'y suis jamais monté. Ce fut donc la première fois que j'entendis parler de la ténébreuse Innsmouth. Une ville non répertoriée sur les cartes habituelles et absente des guides récents m'aurait déjà intéressé. Mais la manière surprenante dont l'employé y avait fait allusion éveilla en moi une réelle curiosité. Une ville capable d'inspirer à ses voisins une telle aversion devait au moins, me dis-je, sortir de l'ordinaire et être digne de l'attention d'un touriste. Puisqu'elle était sur la route d'Arkham, je m'y arrêterai, et je priai donc l'employé de m'en dire un peu plus. Il fut très circonspect et aborda le sujet avec un air un peu condescendant. Innsmouth? Ah ben, ça, c'est un drôle de patelin, à l'embouchure du Mannexet. Ça a été une grande ville, en tout cas un fameux pôle avant la guerre de 1812. Mais tout s'est détraqué dans les 100 dernières années. Enfin, à peu près. Y a pas de chemin de fer, le Boston et Maine n'y est jamais passé, et la petite ligne qui venait de Rowley a été abandonnée il y a des années de ça. Je dirais qu'il y a plus de maisons vides que de gens, et il n'y a plus aucun commerce, sauf la pêche et les parcs à homard. Mais toutes les affaires se font surtout ici, ou à Alcam et Ipswich. Autrefois, il y avait pas mal d'usines, mais il n'en reste rien aujourd'hui, à part une fonderie d'or qui vivote tant bien que mal. N'empêche que dans le temps, c'était une grosse affaire, et le vieux Marsh, son propriétaire, doit être plus riche que Crésus. Drôle de type. D'ailleurs, toujours enfermé chez lui. Sur le tard, il aurait attrapé une maladie de peau, ou une difformité qui l'empêcherait de se montrer. C'est le petit-fils du capitaine Obenmarsh, celui qui a fondé l'affaire. Sa mère devait être une espèce étrangère, hein. On dit que c'était une insulaire des mers du Sud. Il y a 50 ans, quand il a épousé une fille d'Ipswich, ça a fait du tapage. Faut dire qu'on est toujours comme ça, nous, avec les gens d'Innsmouth. Et ceux qui ont du sang de là-bas, ils essaient toujours de le cacher. Mais les enfants et les petits-enfants de Marsh, pour ce que j'en ai vu jeune homme, m'ont l'air tout comme les autres. Je me les suis fait montrer un jour. Et que maintenant que j'y pense, on n'a pas vu les aînés depuis un temps. Le vieux, lui, je l'ai jamais vu. Et pourquoi, vous allez me le demander, tout le monde en a appelé Innsmouth comme ça? Ma foi, jeune homme, faut pas trop s'attacher de l'importance à ce que disent les gens par ici. Ils sont difficiles à mettre en route, mais quand ils y sont en route, ils s'arrêtent plus. Ils en ont raconté, enfin, plutôt chuchoté des histoires sur Innsmouth. Depuis plus de 100 ans, je pense. Et ce que j'en conclus, c'est que ils ont surtout peur. Certaines de ces histoires vous feraient bien rire, comme celle du vieux capitaine Marsh, qui aurait pactisé avec le diable, et qui aurait fait venir des esprits de l'enfer pour les installer à Innsmouth.
ou celle des adorateurs, des adorateurs du diable et de leurs sacrifices. Des trucs épouvantables dans un endroit près des quais qu'aurait été découvert par Lazare vers 1845. Mais moi, je viens de Panton, dans le Velmont. Alors, tout ça, ça plombe pas avec moi. Quand même, faudrait que vous sachiez ce que les vieux racontent à propos du gros récif noir. Un gros rocher pas très loin au large. Le récif du diable, comme ils l'appellent. Oh, il est généralement bien au-dessus de l'eau, mais jamais vraiment en dessous. Et en même temps, on peut pas vraiment dire que ce soit une île. On raconte qu'on y voit quelquefois une légion de diables voûtelés, ou qui font entrer et sortir des cavernes près du sommet. C'est une chose biscornue et déchiquetée à un bon miles du rivage. Et à l'époque où on naviguait encore, les marins faisaient un grand détour, rien que pour l'éviter. Je veux dire, les malins qui n'étaient pas d'Innsmouth. Une des choses qu'on reprochait au vieux Captain Marsh, c'est qu'il débarquait pendant la nuit, quand la marée le permettait. Il l'avait peut-être fait. Ce locher était sûrement intéressant, mais il était aussi possible qu'il ait cherché là-bas un butin de pirate, et même qu'il ait trouvé. Mais ce qu'on disait surtout, c'est qu'il y faisait des affaires avec le diable et ses démons. Le fait est que c'est vraiment le capitaine qui a donné sa mauvaise réputation au récif. C'était avant la grande épidémie de 46. C'est elle qui a emporté plus de la moitié des gens d'Innsmouth. On n'a jamais vraiment su exactement ce que c'était. Probablement une maladie étrangère apportée par le bateau de Chine ou d'ailleurs. En tout cas, ça a fait du vilain. Il y a eu vraiment des émeutes et toutes sortes d'horreurs qui ne se sont pas propagées ailleurs. Mais la ville, elle s'en est jamais remise. Il ne doit pas y vivre aujourd'hui plus de 300 ou 400 habitants. Maintenant, si vous voulez mon avis, la vraie raison de l'attitude des gens d'ici vis-à-vis de ceux d'Innsmouth, c'est surtout et simplement un préjugé racial. Et je peux pas dire que je les blâme. Moi-même, j'ai horreur des gens d'Innsmouth, et je voudrais pour rien au monde aller chez eux. Je suppose que vous le savez, bien que vous venez d'Ouest. J'ai entendu ça à votre accent. Vous savez que beaucoup de nos bateaux de Nouvelle-Angleterre ont été dans des nombreux ports en Afrique, en Asie, dans les mers du Sud, et un peu partout, et parfois que les marchands ramènent de drôles d'individus avec eux. Vous avez sans doute entendu parler de ce gars de Salem qui est revenu avec une Chinoise. Et vous savez qu'il y a encore un tas d'indigènes des îles Fidji dans les parages de Cap Hod? Eh bien, il doit y avoir une histoire comme ça avec les gens d'Innsmouth. Ah, la ville a toujours été méchamment coupée du reste du pays par les rivières et les marécages, si bien qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais il est probable que le vieux Captain Marsh ait dû ramener des spécimens bizarres, quand il avait 3 bateaux en service dans les années 20 et 30. Il y a seulement encore aujourd'hui une trace d'hérédité un peu spéciale chez ces gens-là. Là, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais ça me met mal à l'aise. Vous le remarquerez avec Sargent si vous prenez son bus. Il y en a qui ont la tête drôlement étroite, le nez plat, des yeux scintillants et fixes qui ont l'air de jamais se fermer. Et leur peau, elle est pas normale. Elle est lèche, recouverte de croûte, toujours ridée et plissée sur les côtés du cou. Ils deviennent chauves très jeunes aussi. Et les vieux, ils ont l'air pires. Je vous avoue que je crois pas en avoir vu des vraiment vieux. Ils doivent mourir en se voyant dans une glace. Même les animaux les détestent. Et ils avaient beaucoup de problèmes avec les chevaux avant l'arrivée des automobiles. Personne ici, ni à Alcam, ni à Ipswich, ne veut avoir affaire avec eux. Et eux-mêmes, ils se montrent distants quand ils viennent en ville, ou quand quelqu'un essaie de pêcher dans leurs eaux. Bizarre d'ailleurs, comme il y a toujours du poisson au large d'Innsmouth, alors qu'il n'y en a nulle part ailleurs. Mais essayez un peu d'aller pêcher et vous verrez comment vous serez accueillis. Tous ces gens, ils venaient ici par le train en allant à pied à Rowley quand la voie de raccordement a été abandonnée. Mais à présent, ils prennent cet autobus.
Oui, jeune homme, il y a un hôtel à Innsmouth, la pension Gilman. Je crois qu'il est pas bien fameux et je vous conseille pas de l'essayer. Vaut mieux rester ici et prendre le bus de 10 heures du matin. Ensuite, j'aurai une correspondance avec Alcam à 8 heures du soir. Il y a 2 ans, un inspecteur du travail a passé une nuit au Gilman et il a fait des tas de remarques désagréables à son sujet. Il disait qu'ils ont des clients étranges et qu'il a entendu des voix dans d'autres chambres, bien que la plupart étaient vides. Des voix qui lui ont donné la chair de poule. Elles parlaient dans une langue étrange à son avis, mais il y en avait une qui était pire que les autres, qui l'entendait de temps en temps. Elle avait l'air si surnaturelle, comme un clapotis, qu'il n'a pas osé se déshabiller ni se coucher. Il a veillé jusqu'au petit matin et a filé à la première heure. Ça avait papoté presque toute la nuit. Ce gars-là, il s'appelait Casey. Il avait pas mal à raconter sur la façon dont les gens d'Innsmouth le surveillaient, et il avait l'air comme qui dirait sur ses gardes. Il trouvait que la raffinerie des Marches était bizarre. Elle était installée au bol des dernières chutes du Manaxet, et ce qu'il disait concordait avec ce qu'on avait déjà entendu raconter. Des livres mal tenus, pas de compte précis, etc. Voyez-vous, on s'est toujours demandé où les Marches obtenaient l'or qu'ils raffinaient. Ils ont jamais eu l'air d'en acheter beaucoup, et pourtant, v'là des années, ils expédiaient des quantités incroyables de lingots. Et il y avait les bijoux. Ah, on avait beaucoup parlé de ces curieux bijoux, seulement étrangers que les malins et les ouvriers de l'usine revendaient en douce, ou qu'on aurait vu une ou deux fois portés par les femmes Marches. Les gens supposaient que le vieux Captain Obed avait dû les troquer dans un de ses poils sauvages, surtout qu'il achetait souvent des tas de perles, de verre et des babioles, comme on en avait toujours les malins pour commercer avec les indigènes. Il y en a d'autres qui pensent, et qui pensent encore qu'il a trouvé une vieille cache pirate sur le lessive du diable. Mais il y a quelque chose qui cloche. Le vieux capitaine est mort depuis 60 ans, et depuis la guerre civile, aucun navire d'un tonnage remarquable n'est parti du pôle. Or, les Marches, ils continuent à avoir et à acheter de cette pacotille pour indigènes, surtout des babioles en verre ou en caoutchouc, à ce qui paraît. Peut-être bien que les gens d'Innsmouth se trouvent à leur goût en les mettant, Dieu sait. Ils sont peut-être devenus comme les cannibales des mers du Sud et comme les sauvages de Guinée, hein. L'épidémie de 46 a dû en emporter des habitats sains. En tout cas, c'est des gens douteux maintenant, même les Marches et les autres lupins qui ne valent guère mieux. Comme je vous l'ai dit, il n'y a seulement pas plus de 400 habitants dans tout le patelin, malgré une quantité de rues qui en valent davantage. Ils m'ont l'air d'avoir ce que l'on appelle dans le sud de la racaille blanche, sournois, sans loi, avec plein de secrets. Ils pêchent des poissons et des homards, beaucoup, qu'ils exportent par le camion. Incroyable comment ça grouille de poissons là-bas, et nulle part ailleurs. Pas moyen de les contrôler, ces gens-là. Et les fonctionnaires de l'école publique et du recensement envoient des vertes et des pas mûres avec eux. Je vous garantis que les étrangers trop curieux ne sont pas trop les bienvenus du côté d'Innsmouth. J'ai entendu dire, personnellement, que plus d'un homme d'affaires ou d'un représentant du gouvernement avait disparu là-bas. Et il y a des rumeurs aussi sur quelqu'un qui serait devenu fou et se trouvait maintenant à l'asile de Denver. Ils ont dû lui flanquer une sacrée fousse à ce gars-là. Si j'étais vous, je n'y passerais pas la nuit. J'y suis jamais allé et j'ai pas envie d'y aller. Mais je pense que pour la journée, vous ne risquez rien, même si les gens d'ici vous le déconseillent. Si vous êtes seulement un touriste et amateur d'antiquité, Innsmouth devrait vous paraître un endroit intéressant.
Je passais donc une partie de la soirée à la bibliothèque municipale de Newburyport, à la recherche d'informations sur Innsmouth. Quand j'avais essayé d'interroger les habitants des boutiques, du restaurant, dans les garages et chez les pompiers, je les avais trouvés finalement bien plus difficiles à mettre en route que ne me l'avait prédit l'employé de la gare. Et je compris que je n'aurais sans doute pas le temps de vaincre leurs premières réticences instinctives. Il y avait une sorte de méfiance obscure, comme s'il était déplacé de s'intéresser à Innsmouth. À l'auberge de jeunesse où je logeais, l'employé me déconseilla de me rendre dans un endroit aussi lugubre et décadent, et les gens de la bibliothèque exprimèrent la même opinion. Manifestement, aux yeux des personnes cultivées, Innsmouth n'était qu'un exemple outrancier de dégénérescence. L'histoire du comté d'Essex que je trouvais dans la bibliothèque avait peu de choses à m'apprendre sur Innsmouth. La ville avait été fondée en 1643. Elle était réputée pour ses chantiers navals avant la Révolution et au début du XIXe siècle. Elle devint un centre maritime important, avant d'être dotée plus tard d'une industrie mineure utilisant le Manexet comme force motrice. L'épidémie et les émeutes de 1846 étaient à peine évoquées, comme si elles avaient été une honte pour le comté. On parlait peu du déclin, bien que le dernier texte fût très instructif à ce sujet. Après la guerre civile, toute la vie industrielle se résumait à la compagnie d'affinage Marsh, et la vente de lingots demeurait la dernière activité commerciale en dehors de la pêche. Cette dernière payait de moins en moins, à cause de la baisse des cours et de la concurrence des grandes pêcheries. Pourtant, il n'y avait jamais eu de pénurie de poissons au large d'Innsmouth. Les étrangers s'y installaient rarement, et des incidents passés sous silence prouvaient que plusieurs Polonais et Portugais qui s'étaient risqués avaient été chassés d'une façon très brutale. Le fait le plus surprenant et le plus intéressant fut une allusion aux bijoux étranges qu'on associait souvent à Innsmouth. Ils avaient dû faire impression dans tout le pays, car on en mentionnait des exemplaires conservés au musée de l'université du Miskatonic à Arkham et dans le hall d'exposition de la Société historique de Newburyport. Les descriptions incomplètes de ces objets étaient plates et banales, mais me suggéraient une étrangeté cachée. Quelque chose en eux me sembla si insolite et provoquant que je ne parvins pas à m'en détacher esprit, et malgré leur avancée, je résolus d'aller voir, si c'était encore possible, l'exemplaire local décrit comme un bijou de grande taille aux proportions singulières, de toute évidence, une tiare. Le bibliothécaire me remit un mot d'introduction pour la conservatrice de la société historique, une certaine Miss Anna Tilton, qui habitait tout près. Et après une brève explication, cette charmante dame eut la bonté de m'accompagner dans le bâtiment déjà fermé, jugeant sans doute que l'heure n'était pas indue. La collection était vraiment remarquable, mais à cet instant je n'avais d'yeux que pour l'objet bizarre qui brillait dans une vitre d'angle sous la lumière électrique. Il n'était pas nécessaire d'être particulièrement sensible à la beauté pour rester comme moi, le souffle littéralement coupé devant la splendeur étrange, surnaturelle de ce fantasme opulent qui reposait sur un coussin de velours mauve. Aujourd'hui encore, je suis encore incapable de décrire ce que j'ai vu, bien qu'il s'agisse indiscutablement d'une sorte de tiare, comme le mentionnait la description que j'avais lue. Elle était haute à l'avant, d'un contour de grande taille, mais curieusement irrégulier, comme si elle avait été conçue pour une tête monstrueusement elliptique. L'or semblait prédominant,
quoiqu'un mystérieux éclat plus lumineux suggérait quelques étranges alliages avec un autre métal rare, difficilement identifiable. Elle était en parfait état, et on aurait passé des heures à étudier ses dessins saisissants et d'une originalité déroutante. Les uns simplement géométriques, d'autres aux motifs nettement marins, ciselés ou modelés, en relief sur sa surface avec un art d'une habileté et d'une grâce incroyables. Plus je la regardais, plus elle me fascinait, et dans cette fascination, il y avait un élément curieusement dérangeant, mais impossible à définir et à expliquer. J'attribuais d'abord mon trouble au caractère surnaturel de cet étrange art. Toutes les œuvres que j'avais vues jusqu'alors appartenaient à un courant connu, ethnique ou national, à moins qu'il ne soit un défi du modernisme délibéré à tous ces courants. Cette tiare n'était ni de l'un ni de l'autre. Elle relevait évidemment d'une technique accomplie, d'une maturité et d'un perfectionnement infini. Pourtant, cette technique était radicalement différente de toutes celles orientales ou occidentales, anciennes ou modernes que je connaissais ou que j'avais vues. On eût dit que l'œuvre était d'un autre monde. Cependant, je compris bientôt que mon trouble avait une deuxième explication, peut-être aussi puissante que la première, qui résidait dans les suggestions picturales et mathématiques de ces curieux dessins. Les formes évoquaient toutes sortes de lointains secrets, d'abîmes inimaginables dans l'espace et le temps, et la nature aquatique et monotone des reliefs était franchement sinistre. Ils représentaient entre autres des monstres fabuleux et grotesques, d'une malfaisance détestable, apparemment mi-poisson, mi-batracien, qu'on ne pouvait dissocier d'une réminiscence pénible et obsédante. Comme s'ils évoquaient les images de cellules et de tissus qui posséderaient une mémoire primordiale, effroyablement archaïque. Par moments, j'imaginais que chacun des contours de ces poissons-grenouilles impies débordait de l'ultime quintessence d'un mal inconnu et non humain. En totale opposition avec l'aspect de cette tiare, l'histoire brève et ennuyeuse débitée par Miss Tilton faisait pâle figure. Elle avait été mise en gage pour une somme ridicule chez un prêteur de State Street en 1873 par un ivrogne d'Innsmouth, tué peu après dans une rixe. La société l'avait rachetée au prêteur et l'avait ensuite offert dans une vitrine digne de sa qualité. On avait indiqué par la suite qu'elle provenait probablement des Indes orientales ou de l'Indochine, mais cette attribution était provisoire. Miss Tilton, qui avait étudié toutes les hypothèses concernant son origine et sa présence en Nouvelle-Angleterre, pensait croire qu'elle venait en effet d'un bateau, d'un trésor de pirates découvert par le vieux capitaine Marsh. Opinion renforcée par les offres insistantes de ce rachat à un prix élevé par les Marsh, qui commencèrent dès le jour où ils surent que l'objet était exposé au musée, et qu'ils poursuivirent inlassablement jusqu'à ce jour, malgré l'invariable refus de la société. En me raccompagnant à la porte, cette sympathique dame me fit comprendre que la théorie du pirate, qui aurait fait la fortune des Marsh, était très répandue parmi l'intelligentsia de la région. Son sentiment personnel à l'égard de la ténébreuse Innsmouth, qu'elle n'avait jamais vue, était un dégoût profond vis-à-vis d'une communauté qui avait dévalé au bas-fond de l'échelle culturelle, et elle m'assura que les rumeurs d'adoration satanique étaient en particulier provoquées par l'existence d'une société secrète qui s'était développée au point d'en absorber toutes les religions classiques. On l'appelait, disait-elle, l'ordre ésotérique de Dagon. Et il s'agissait sans aucun doute d'une croyance dégénérée à moitié païenne, importée d'Orient, un siècle et demi plus tôt, à l'époque où les pêcheries d'Innsmouth commençaient déjà à décliner. Son implantation durable chez des gens simples était naturelle si l'on prend en compte la coïncidence d'un retour soudain et permanent de bancs de poissons abondants. Et elle prit rapidement une influence prépondérante sur la ville, détrônant complètement la franc-maçonnerie, allant même jusqu'à s'installer dans son quartier général, l'ancienne Masonic Hall, dans le parc de New Church. Tout cela constituait, pour la pieuse Miss Tilton,
Une excellente raison d'éviter cette vieille ville de ruines et de désolation. Mais pour moi, ce fut une motivation supplémentaire. À mes attentes architecturales et historiques, s'ajoutait maintenant un enthousiasme anthropologique brûlant, et je pus à peine fermer l'œil dans ma petite chambre de jeunesse, pendant que la nuit s'écoulait.